Okay. Thank you for waiting. Merci pour votre patience. Je vous souhaite les chaleureuses bienvenues. Nous sommes ici pour parler du développement durable des bois. Vous êtes ici pour le forum ministériel consacré au développement durable des bois. Nous allons aborder de différents sujets sur la contribution des forêts au développement durable. Je m'appelle Son Jie, je suis professeure de l'Université féminine de Ihwa. Je suis aujourd'hui modératrice et je vais également animer la discussion ministérielle. Hier, le congrès forestier mondial a été inauguré. Je crois que vous avez mesuré l'importance de la préservation de la biodiversité et le rôle important des forêts pour la lutte contre le réchauffement climatique et à la neutralité carbone. Les forêts peuvent également contribuer à l'économie circulaire. Ces exemples montrent le rôle crucial des forêts. Je crois que vous vous intéressez énormément au bois durable. Donc, le sujet de cette session est très opportun et on va découvrir ensemble les efforts déployés par différents gouvernements avec 12 objectifs. Le premier objectif est de partager les politiques et les points de vue de différents gouvernements. Et nous allons également découvrir les différentes ambitions des gouvernements. Ensuite, nous allons discuter des moyens pour élargir les voies vers des voies durables. Avant de commencer, je voudrais inviter la directrice générale adjointe de la FAO, Maria. Pourriez-vous monter sur le podium, s'il vous plaît? Thank you and good afternoon to all. Excellencies, ministers, vice ministers, distinguished delegates, colleagues, ladies and gentlemen. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Le monde est confronté à d'énormes défis. Nous devons surmonter les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Et nous devons arrêter et inverser le changement climatique et la détérioration de l'environnement. Il n'y aura pas d'économie saine sur une planète en mauvaise santé. Nous avons besoin de solutions à grande échelle qui soient rentables et équitables et qui puissent être mises en œuvre rapidement. Les forêts et les arbres peuvent fournir des solutions puissantes. Si nous les utilisons plus judicieusement, nous pouvons à la fois résoudre les problèmes environnementaux les plus urgents et répondre aux besoins de reprise économique. Si les forêts et les arbres sont gérés de manière durable, ils peuvent fournir une solution source renouvelable et donc durable avec le matériau de grande valeur neutre en carbone, c'est-à-dire le bois. Comme le souligne le rapport sur l'état des forêts dans le monde qui a été lancé hier, la consommation mondiale de toutes les ressources naturelles devrait plus que doubler pour atteindre 190 milliards de tonnes en 2060. Et seulement 25% de la demande totale de matériaux est satisfaite par des ressources renouvelables, y compris le bois. Le bois durable offre des solutions à travers de multiples chaînes de valeur, y compris la construction, l'emballage, les énergies renouvelables, les biomatériaux pour l'habillement et les produits biochimiques. Dans la construction, par exemple, le bois est un matériau neutre en carbone qui peut stocker de carbone toute une vie. Sa production durable peut aider à bâtir des économies locales plus résilientes et donner un élan à la relance verte.
La FAO s'engage à soutenir les membres dans leurs efforts pour reconstruire mieux et plus écologiquement vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, y compris avec du bois durable. Et dans le cadre de l'initiative du bois durable, nous allons apporter du soutien financier pour avoir un système de sécurité sociale. Et nous allons, le programme FLEGT, FLEGT de la FAO a soutenu plus de 200 projets dans 40 pays producteurs de bois tropicaux pour améliorer la gouvernance forestière et soutenir le commerce légal du bois. Les discussions d'aujourd'hui est très opportune et nous donne l'occasion d'échanger les expériences de différents pays et vos points de vue et perspectives sur l'intensification et l'utilisation durable du bois. J'ai hâte d'apprendre de vous si et comment les solutions durables à base de bois peuvent être mises à l'échelle pour contribuer davantage à la construction d'économies neutres en carbone et résilientes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce discours. Vous avez souligné l'enjeu urgent du développement durable. Aujourd'hui, j'espère que vous pourriez trouver plein de sources d'inspiration et enseignement. Je voudrais tout d'abord inviter 6 orateurs à monter sur scène pour donc tous nos orateurs sont maintenant assis. On peut maintenant commencer la session. Je voudrais tout d'abord inviter M. Choi Byung-ah, ministre du service forestier coréen. Monsieur Choi, concernant le développement durable, quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement sud-coréen? Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Choi Byung-ah, ministre du service forestier coréen. C'est un grand honneur d'accueillir cette session du Congrès forestier mondial qui invite divers pays à partager leur expérience et à élargir la discussion sur le bois durable. Au nom du pays hôte, j'exprime ma gratitude à chaque ministre de tous les pays pour sa participation au forum ministériel sur le bois durable. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont pris le temps de participer aujourd'hui à cette discussion significative. Face au changement climatique, la Corée du Sud investit dans la sylviculture qui n'est pas une simple industrie primaire. Les forêts constituent un puits de carbone. Au-delà du bois d'œuvre, les forêts séquestrent et captent le carbone, d'où la nécessité de redéfinir la valeur des forêts. Dans ce contexte, concernant l'industrie forestière, chaque État et des organismes internationaux doivent porter un grand intérêt pour développer ce domaine crucial. La République de Corée
a développé son secteur sylvicole que je vais vous présenter maintenant. La République de Corée est un pays qui a réussi la restauration des forêts reconnues par la communauté internationale. Des années 60 aux années 90, la Corée a mené des projets à l'échelle nationale pour la restauration des forêts. Ensuite, grâce aux forêts restaurées, nous avons pu disposer de ressources forestières importantes. Lorsque les forêts étaient détruites, son stock de bois sur pied n'était même pas de 10 hectares, alors qu'aujourd'hui, son stock de bois sur pied actuel est supérieur à la moyenne de l'OCDE. L'un des aspects sur lesquels la politique forestière coréenne se concentre est la manière d'utiliser des quantités massives d'arbres de façon durable. La Corée va maintenant au-delà de la plantation et de la culture d'arbres. Elle est désormais entrée dans une ère pour parvenir à une économie séculaire des ressources forestières grâce à l'utilisation durable du bois. Nous mettons pour atteindre cet objectif, le service forestier coréen a fait passer l'orientation de ses politiques forestières de l'entretien coupe-plantation à l'entretien coupe-utilisation-plantation et a mis en œuvre des politiques visant à accroître l'utilisation durable des bois. Nous mettons également l'accent sur les fonctions de l'utilisation durable des bois et de séquestration de carbone par le bois, comprenant l'amélioration de l'utilisation du bois pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nous déployons nos efforts pour renforcer les fonctions liées au puits de carbone dans les forêts. La Corée applique à partir de 2013 la loi relative au bois durable. Cette loi a été conçue pour répondre au changement climatique grâce à une utilisation durable du bois, améliorer les moyens de subsistance du peuple coréen et contribuer au développement de l'économie locale. Conformément à cette loi, le service forestier coréen établit un plan global sur l'utilisation durable tous les 5 ans sur la base de cette loi. Nous menons chaque année une enquête statistique sur l'utilisation durable du bois, y compris la production et la distribution et la consommation. En outre, nous avons mis en place un système de marquage de la qualité pour le bois et les produits en bois afin d'améliorer la qualité des produits fabriqués localement et importés, de garantir leur stabilité et renforcer la confiance des consommateurs. Le bois et les produits du bois récoltés au niveau national sont des matériaux mondialement reconnus pour le stockage du carbone et reflétés en tant que performance pour la contribution déterminée au niveau national. L'utilisation accrue du bois domestique est hautement nécessaire. Nous nous engageons à construire une plateforme intégrée qui gère l'ensemble du processus depuis la production jusqu'à la consommation du bois domestique pour valoriser le bois par sa valeur ajoutée. Grâce à cet effort, nous visons à réduire de plus en plus la contribution déterminée au niveau national liée au système de gestion du stockage. Nous avons remplacé les matériaux à forte intensité de carbone dans les villes, tels que l'acier et le béton, par du bois, qui est un matériau stockant le carbone. C'est un matériau vert. Pour matérialiser une ville neutre en carbone et développer la construction en bois tout en construisant des bâtiments publics. L'architecture en bois est un moyen de stocker le plus longtemps le carbone.
La Corée compte plusieurs anciens temples qui datent de plus de 1000 ans. Ces temples ont été construits avec du bois. C'est l'une des pistes pour augmenter la valeur ajoutée du bois. C'est pourquoi l'architecture en bois est cruciale. Dans ce processus, nous visons à construire une chaîne de valeur du bois au niveau régional et à réduire l'empreinte carbone en utilisant du bois produit localement. Cependant, la Corée dépend largement du bois importé. Seuls 16% du bois est produit localement. Cette situation montre que l'histoire de la sylviculture sud-coréenne est très récente et nous avons réussi récemment à reboiser les forêts. Désormais, nous allons concentrer nos efforts pour renforcer le développement de la sylviculture et augmenter l'utilisation du bois produit localement. Les bois importés représentent une part importante. Nous allons élaborer des mesures pour gérer leur qualité et contribuer au développement durable. Nous allons lutter contre la récolte illégale du bois qui représente 30% des produits commercialisés à l'échelle mondiale. Lorsqu'on évalue ces bois illégaux, la valeur atteint 100 milliards de dollars par an. C'est pourquoi nous devons renforcer la coopération au sein de pays d'Asie-Pacifique afin de contrôler la commercialisation du bois illégal et introduire un système de reconnaissance du bois durablement produit. La Corée est un pays qui consomme des bois. La Corée doit donc participer aux efforts internationaux en faisant preuve de sens de responsabilité, en adoptant le système légal de promotion du commerce du bois. Nous allons donc vérifier les bois et renforcer la traçabilité. Nous souhaitons ainsi participer aux efforts internationaux. Je voudrais maintenant parler des technologies récemment développées et appliquées au bois durable. Afin d'améliorer l'effet du stockage du carbone, nous devons nous concentrer sur le développement des technologies destinées à l'utilisation à long terme des bois. Nous avons travaillé sur le contrôle de la relation entre le bois et l'humidité en développement du bois d'ingénierie qui répond aux performances requises de résistance et de sécurité incendie. Nous avons également travaillé sur le développement de matériaux à usage spécifique qui peuvent remplacer les matériaux à forte intensité de carbone tels que les plastiques, l'acier et le béton. Pour terminer, la Corée est en tournant dans la construction d'une économie circulaire des ressources forestières en utilisant durablement le bois, allant au-delà de la promotion et de la préservation des forêts. À cet égard, je serais ravie de découvrir les expériences et les opinions venant d'autres pays qui ont une histoire plus longue et ancienne que celle de la Corée du Sud. J'espère que les politiques coréennes mentionnées pour l'utilisation durable du bois seront utiles au développement de politiques au niveau national et mondial. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Thank you, Minister Che. You have really outlined. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez dit que
le secteur ligneux a dépassé l'étape de consommation. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans une économie circulaire où on va utiliser, on va planter, on va gérer le stock. Et vous avez également parlé des défis auxquels vous faites face. Alors, je passe la parole au représentant camerounais, Monsieur Jules Doré Ndongo, le ministre de la Forêt et de la Nature. À votre avis, comment est-ce que le Cameroun a conçu les politiques en matière de la gestion de l'industrie bois? Parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé que de prendre la parole en pareille circonstance pour évoquer des questions importantes pour la communauté internationale. Mais permettez-moi, avant toute chose, de remercier le gouvernement de la République de Corée ainsi que la FAO pour avoir organisé ce congrès forestier qui, je pense, nous sommes tous convaincus, est déjà un véritable succès. Alors, aujourd'hui, au moment où le monde affronte les dérèglements climatiques, la question du bois durable prend toute son importance. Mais permettez-moi, avant d'avancer, de dire un ou deux mots sur mon pays, le Cameroun, qui, du point de vue forestier, a déjà une superficie de 475 000 km², un couvert forestier de 22,5 millions d'hectares. La forêt est la propriété de l'État. Et nous avons des forêts de type fluvial, semi-décidues, savanicole. Nous présentons aujourd'hui au Cameroun un taux de déforestation de 0,6% par an, d'hectares par an. Les grandes lignes de la politique forestière sont inspirées d'une loi de 1994 et elles peuvent se décliner en 8 points. La gestion durable des forêts, la contribution à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté, une gestion participative qui met l'emphase sur les populations autochtones et les populations riveraines, la conservation de la biodiversité, la mise en place d'un cadre réglementaire favorable au développement du secteur privé, l'amélioration de la gouvernance. La problématique du bois durable est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. D'ailleurs, dans tous nos pays, nos opinions sont très attentives à cette question. Il s'agit pour nous de garantir cet objectif et mettre sur le marché un bois durable aussi bien au niveau interne qu'au niveau international, mais cela sans altérer la valeur de la forêt. Nous devons nous assurer en même temps que la forêt demeure une réponse appropriée aux aspects d'adaptation, d'atténuation des changements climatiques et en même temps une solution de vie et de survie même pour les populations riveraines de ces forêts. Mais nous pourrions tous nous mettre d'accord en disant que pour aboutir à un bois durable, ensemble, nous devons veiller à la protection, à la conservation des forêts tropicales pour les générations futures par la promotion de concessions forestières soumises à la certification privée ou publique selon les choix des pays et des concessions qui sont gérées durablement. La question du bois durable concerne pour nous aussi bien le bois que ses produits dérivés ou associés. Le secteur du bois représente le troisième contributeur au budget de l'État.
il produit 4% du produit intérieur brut de mon pays et il génère environ 1 million d'emplois directs et d'emplois connexes. Conscient des problèmes qui peuvent être associés avec d'autres pays du bassin du Congo, dans de l'Afrique centrale, nous avions lancé ce que nous avons appelé le Fair Deal, un appel au Fair Deal, pour, sur un plan, dire nos engagements en matière de conservation de la biodiversité, de préservation des écosystèmes, et sur un deuxième plan, dire quelles sont nos attentes vis-à-vis de la communauté internationale pour nous assister dans la gestion durable. Nous avons décidé de faire refléter dans nos politiques nationales, soit en cours de révision, soit applicables, tous ces concepts et ces contraintes liées à la gestion durable de nos forêts. Au Cameroun, l'une des réformes importantes actuelles est la mise sur pied d'un système informatique de gestion de l'information forestière de deuxième génération. Il s'agit d'une application informatique qui vise non seulement à tracer tous les bois produits au Cameroun, aussi bien pour le marché domestique que pour l'exportation, mais également permet d'assainir tous les aspects de gouvernance et de production de statistiques dans ce secteur. À côté de ces réformes, nous nous assurons que les populations riveraines des forêts continuent à percevoir la quote-part qui leur revient pour garantir leur pleine adhésion à la conservation des massifs forestiers. Malgré un taux de déforestation faible, comme je le signalais tantôt, nous continuons d'exiger des études d'impact environnemental et social assorties de plans de gestion environnementale pour toute activité d'exploitation. Nous saluons d'ailleurs l'ATIBT qui vient d'introduire en milieu forestier le projet de reboisement et d'enrichissement forestier dans nos unités forestières d'aménagement. Pour terminer, beaucoup de ces bénéficiaires des UFA sont engagés dans des processus multiformes de certification forestière. Excellences, Mesdames et Messieurs, cet arsenal de mesures contraignantes et volontaires nous permettent de vous assurer que le bois issu de ces activités est durable. Je dirais même que c'est du bois bio. Mais nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous prendrons également en compte les propositions pertinentes issues des échanges que nous avons avec les autres parties prenantes de l'activité forestière, notamment une rencontre comme celle-ci. C'est fort de tout cela et de nos prédispositions à innover que nous allons certainement soutenir la déclaration sur le bois durable qui sera issue de nos travaux. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Thank you, Minister. It was a very interesting. Merci, Monsieur le Ministre. C'était un mot d'introduction très intéressant qui nous a montré à quel point l'industrie du bois est importante pour le Cameroun et à quel point le gouvernement s'intéresse à coopérer avec différentes parties intéressées pour renforcer l'industrie. Malheureusement, le ministre camerounais va devoir quitter la salle. Donc malheureusement, nous allons lui souhaiter une bonne après-midi et nous allons ainsi terminer la première session. Entre-temps, nous allons continuer le dialogue. Nous avons pu voir
des systèmes informatiques, la gouvernance, les systèmes de gestion des forêts au Cameroun. Et à travers cela, nous allons pouvoir passer à la thématique suivante. Maintenant, nous allons voir comment nous pourrons élargir l'utilisation du bois durable. Et cette thématique sera abordée par M. Orita Hiroshi, le ministre, le directeur général adjoint de l'agence forestière japonaise. Est-ce que vous pourriez partager votre opinion sur cette thématique? Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je m'appelle Orita, directeur général adjoint de l'Agence japonaise des forêts. Merci de m'avoir invité à cet événement spécial. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement de la République de Corée, en particulier au service forestier coréen et à la FAO pour leur travail dévoué sur ce forum. Et je remercie également les honorables orateurs d'avoir partagé leurs meilleures pratiques et diverses expériences jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voudrais souligner l'importance d'une production et d'une consommation durable de bois à travers une circulation de couper, utiliser, planter et faire pousser, qui contribue à la régénération et l'utilisation équilibrée de la forêt. Cette circulation de la gestion forestière a une longue histoire et c'est très essentiel. Au Japon, comme je viens de le dire, nous avons une longue histoire dans la gestion forestière. Et aujourd'hui, les forêts plantées représentent 10 millions d'hectares. Et par exemple, à Yushio, qui est une zone forestière ayant une longue histoire, il produit des bois de cèdre de haute qualité qui sont utilisés pour fabriquer des différents produits. Donc nous bénéficions de tout cela, de tous ces bois de bonne qualité, mais l'industrie souffre également de quelques difficultés. Avec la modernisation, les bois sont en train d'être remplacés par le plastique et le fer et par conséquent en 2005, nous avons lancé une campagne nationale pour donner un élan à la promotion de l'utilisation durable de bois en tant qu'initiative de partenariat public-privé. Aujourd'hui, sous le slogan Wood Change, nous nous rapprochons de la réalisation d'une société durable. Depuis 2021, une plateforme publique-privée d'encouragement à l'utilisation du bois a été mise en place. Il comprend un large éventail de parties prenantes et une variété d'organisations telles que les fournisseurs, les transformateurs et les consommateurs. La plateforme se concentre sur la promotion de l'utilisation du bois pour les bâtiments commerciaux et de bureaux. Pour la politique gouvernementale, la loi pour la promotion de l'utilisation de bois dans les bâtiments publics a été promulguée en 2010, qui exhorte les gouvernements centraux et locaux à promouvoir l'utilisation du bois dans leurs propres bâtiments peu élevés à usage public. En 2021, la loi a été révisée pour élargir sa portée afin d'inclure les bâtiments du secteur privé. Et dans le même temps, il a récemment déclaré la promotion de la production et de la consommation durable de bois à travers une circulation de la gestion forestière contribue à la réalisation d'une société décarbonée. De cette façon, le Japon fait des progrès constants dans l'utilisation durable du bois grâce à la fois des partenariats publics-privés et à des cadres politiques. Et pour la coopération internationale, nous avons lancé un projet OIBT, promotion de la consommation domestique durable de bois au Vietnam. En raison
de la forte dépendance vis-à-vis des exportations, la consommation intérieure de bois dans les pays producteurs de bois n'augmente pas. Cependant, compter uniquement sur les exportations est sensible et peut mettre le marché en danger et la stabilité économique ne sera pas garantie. Et d'autre part, ces pays aux populations et aux économies en croissance rapide peuvent accroître leur propre consommation de bois et ils contribueront ainsi à la réalisation d'une société décarbonée et à une récupération verte grâce au stockage de carbone, à la substitution de matériaux à forte intensité énergétique et aux combustibles fossiles. Pour l'intensification de l'utilisation durable du bois à l'échelle mondiale, je pense qu'il est important que les pays partagent leurs expériences en matière de promotion de la gestion durable des forêts et de l'utilisation durable du bois. Dans ce contexte, je voudrais partager les enseignements tirés de nos efforts au cours des 20 dernières années. Et en même temps, je pense qu'il est nécessaire d'établir un forum de dialogue entre les pays compte tenu de la diversité des circonstances entourant les forêts dans chaque pays. Le Japon souhaite continuer à contribuer à la promotion de la gestion durable des forêts et de l'utilisation durable du bois par l'intermédiaire de l'OIBT et de la FAO en maintenant des dialogues à la diffusion des données lors d'occasions telles que ce forum. Merci beaucoup. Il était très intéressant de découvrir la relation publique-privée. Et il est important de partager les leçons tirées par différents pays. Je crois que ce forum répond à cette nécessité. Maintenant, je voudrais inviter Maria Paté, la vice-ministre de l'Agriculture et des Régions et du Tourisme en Autriche. Que pensez-vous des échanges sur le bois durable et que pensez-vous également d'une mise à échelle des bois durables? Je voudrais vous saluer tout d'abord les collègues et les ministres qui sont présents ici. Je voudrais remercier du fond du cœur le gouvernement français et la FAO d'avoir tenu cette réunion importante malgré les difficultés liées au Covid-19. Et nous sommes tous ici avec les ministres de différents pays grâce aux efforts du gouvernement sud-coréen. Je vais présenter les voies de distribution des bois durables. Notre pays a utilisé depuis longtemps les bois dans l'architecture et dans le développement. Nous donnons beaucoup d'importance à l'exportation dans le cadre de la gestion des forêts durables. Ce secteur représente une source importante de revenus et la sylviculture est extrêmement importante dans un pays comme l'Autriche. Récemment, face au changement climatique et au développement économique mondial, il y a beaucoup de défis, mais ces défis représentent également des opportunités. Nous pouvons trouver des solutions pour remplacer les modes de développement existants. En 2020, nous avons lancé avec succès un fonds forestier d'une valeur de 350 millions d'euros pour le secteur forestier, y compris l'initiative autrichienne sur le bois. Et surtout, nous mettons beaucoup l'accent sur le renforcement du secteur du bois pour utiliser efficacement la ressource renouvelable du bois à travers l'éducation et la formation et des mesures innovantes concernant l'utilisation des bois. Les arbres, les bois, les forêts
Je crois que nous devons favoriser un style de vie qui est en harmonie avec les forêts. C'est pourquoi la Commission européenne a proclamé un mode de vie européen vert intégrant l'art, l'environnement, les écosystèmes. Et dans notre pays, ce style de vie vert est encouragé à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Les bois peuvent devenir une solution basée sur la nature. C'est pourquoi nous envoyons un signal fort aux autorités européennes. D'ici 2050, nous avons fixé l'objectif de devenir climatiquement neutre. Je crois que le rôle de bois est essentiel pour devenir un catalyseur clé de la transformation vers une industrie neutre en carbone. Cela nécessite des efforts conjoints entre les pays et les parties prenantes. C'est pourquoi l'Autriche, en collaboration avec la Finlande, a récemment lancé une plateforme européenne sur la politique du bois ou de PAP qui rassemble les responsables gouvernementaux, des parties prenantes et des groupes d'intérêt de la région pana-européenne pour faire évoluer les politiques et les activités liées au bois. Autant d'initiatives et d'actions ambitieuses autour du bois et des matériaux à base de bois à travers le monde ont été prises. Cependant, nous gagnerons plus de poids et d'impact si nous étendions nos connaissances et nos expériences grâce aux meilleures pratiques au niveau politique. Cette plateforme collaborative est essentielle pour le dialogue sur la politique du bois et l'échange technique. Afin de participer à ces efforts, il faudra renforcer des campagnes de sensibilisation et favoriser les échanges de connaissances tenant compte des particularités de chaque pays, notamment par le biais des conseils techniques et d'échanges sur les innovations et les bonnes pratiques. Une plateforme de dialogue collaboratif ouvert pourrait faciliter et fluidifier la coopération entre nous. Cette plateforme devrait nous connecter en tant que décideurs, mais aussi experts politiques ainsi qu'experts techniques, y compris des praticiens et des scientifiques. À cet égard, je tiens à souligner tout particulièrement l'importance d'un dialogue scientifique et politique mondial, d'un échange technique que l'UFRO et la FAO ont excellemment facilité grâce à leur expertise exceptionnelle au cours des dernières années. Nous comptons sur leur engagement pour réussir la mise à échelle de l'utilisation des bois durables. À travers un dialogue mondial institutionnalisé sur le bois, nous pouvons obtenir plusieurs avantages comme favorisation de l'élaboration d'une politique du bois efficace et la mise en œuvre de programmes nationaux et internationaux de promotion du bois. Nous pouvons multiplier les échanges et stimuler l'innovation et favoriser la recherche, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Il est également possible d'accélérer la communication des matériaux à base de bois dans des bioéconomies neutres en carbone et circulaires. L'Autriche soutient depuis longtemps les activités de la FAO. Par exemple, nous soutenons les initiatives et les campagnes bois durables. Nous avons également lancé avec succès l'initiative hashtag remplacée par du bois durable. Nous soutenons différentes initiatives liées à l'utilisation du bois durable. Nous sommes disposés à faire avancer davantage ce travail. Je suis très heureux d'annoncer que nous prévoyons actuellement de financer un projet avec la FAO et l'UFRO en préparant la structure d'une plateforme de dialogue collaboratif sur le bois. J'espère que d'autres pays seraient intéressés par un tel échange. Je vous remercie. To hear about Austria's substantial
Merci beaucoup. Vous avez parlé des efforts et la contribution apportée par l'Australie et notamment les efforts de financement pour l'utilisation du bois durable. Et vous travaillez avec différents experts pour mener des dialogues sur le bois durable et vous avez accentué l'importance de ces dialogues. Ensuite, nous allons passer aux exemples de Pérou. Je vais inviter Monsieur Hilario Lopez Cordova, directeur exécutif du Service national de la forêt et de la vie sauvage, qui va nous parler de l'exemple de Pérou. Voilà. Bonjour à tous, c'est une bonne soirée, une bonne après-midi. Je tiens à vous saluer au nom de notre ministre. Notre ministre, Monsieur Oscar Sea, m'a demandé de vous passer bonjour, donc voilà. Et je voudrais également remercier et féliciter le service forestier national coréen pour avoir organisé cet événement. Et je tiens également à exprimer à quel point je suis content d'être ici avec nos collègues, y compris nos collègues coréens qui travaillent dans le secteur forestier, à travers le système de protection de la faune et du flore du Pérou. Nous essayons de diriger l'industrie du bois et du secteur du bois durable et ainsi à atteindre les objectifs de développement durable. Le Pérou a tiré des leçons importantes après le Covid-19. Et nous avons appris des leçons importantes sur le lien que les hommes doivent avoir et entretenir avec les forêts. Le Pérou a une zone forestière, un couvert forestier de 73 millions de hectares et qui représente 50% de du territoire national. Donc nous déployons différents efforts pour formuler des bonnes politiques de gestion et des réglementations pour lutter contre le changement climatique et arrêter la déforestation. Et nous essayons également d'atteindre une économie neutre en carbone. En matière de la vie sauvage, ce qui est important pour nous, c'est de protéger la nature, surtout en travaillant avec les communautés locales. À travers cela, nous allons pouvoir améliorer la productivité et nous sommes en train aussi de réfléchir aux méthodes et moyens à travers lesquels nous accédons aux recherches forestières et on travaille avec les peuples indigènes autochtones. Et en tant qu'organisation publique chargée des services liés aux forêts et à la faune et la vie sauvage, nous faisons différents efforts et on travaille à faire différentes organisations locales, collectivités locales. Et nous essayons d'établir un cadre
pour gérer la chaîne de production et améliorer la compétitivité du pays. Il y a de nombreux défis qui se présentent devant nous, notamment la déforestation et le déboisement. Nous déployons des efforts également pour résoudre ces problèmes. Et pour cela, nous avons besoin des technologies avancées. Et ce qui est aussi important, c'est d'ouvrir un champ de dialogue entre différents pays. Et c'est pour cela que je suis là, pour représenter notre pays Pérou, pour échanger avec vous. Et en ce qui concerne le commerce de bois illégal, nous allons développer des outils pour lutter contre ces pratiques. Et nous allons travailler avec la société civile pour avoir des dispositifs de contrôle. Et nous encourageons l'industrie primaire, en particulier l'industrie du bois. Donc on essayera de poser un cadre légal et prévenir des pratiques illégales dans notre secteur. Cela va nous permettre d'encourager les acteurs qui respectent des règles et nous avons un système d'information qui s'appelle Heodor que nous utilisons pour protéger l'environnement et trouver un équilibre entre l'utilisation et la protection de l'environnement. Dans ce sens-là, nous sommes en train d'élaborer un inventaire, un système de suivi des ressources forestières qui nous donnera un aperçu général sur les stocks forestiers, des ressources du bois. Dans l'avenir, le Pérou va encourager le commerce légal des produits bois et produits ligneux et nous développons des outils pour exercer le contrôle et la surveillance et éradiquer toute pratique illégale. Nous allons améliorer la gouvernance et encourager la distribution des bois légaux et neutres en carbone. À travers tous ces efforts, nous essayons de conserver la biodiversité et atteindre les ODD. Et ces efforts seront maintenus même dans l'avenir. Merci beaucoup. Le Pérou déploie plusieurs efforts afin de lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Ensuite, le gouvernement collabore activement avec la société civile tout en prévoyant des dispositifs législatifs afin d'assurer une gestion durable des forêts. Pour terminer, je voudrais écouter Monsieur Lee White, ministre de l'eau
de la forêt, de la mer et de l'environnement. Monsieur le ministre va partager les expériences du Gabon et sur ses perspectives sur l'avenir et visions sur l'avenir. Bonjour. Lorsqu'on parle de l'industrie forestière au Gabon, 88% de forêts sont tropicales et une partie est située au bassin du Congo. Lorsqu'on parle du changement climatique, la région du bassin du Congo représente l'absorption de 8 années des émissions de GES. Lorsqu'on parle d'une hausse de la température de 1,5 degré, si le bassin du Congo n'existe pas, nous ne pourrions jamais atteindre cet objectif. Au-delà du changement climatique, la biodiversité est hautement préservée dans cette région, aux régions Sahel et en Éthiopie. Si nous perdons la valeur dans cette région, il y aura l'instabilité et de nombreux réfugiés devront se déplacer dans d'autres régions. C'est pourquoi il est nécessaire de protéger les forêts dans cette région. Le Gabon dépend de l'exportation du pétrole qui représente 60%. Bien sûr, avec l'épuisement des énergies fossiles, le Gabon doit trouver une nouvelle source de revenus qui devait être durable. Pour le Gabon, le bois durable et le développement d'un produit de bois à haute valeur ajoutée est très important. Et si possible, nous devons élargir la surface forestière à travers le reboisement. Je crois que notre avenir dépend de cette démarche. Afin d'aller vers ce sens, il faut encourager la population gabonaise à participer aux efforts du gouvernement. Si nous offrons les opportunités à travers des développements de bois à haute valeur ajoutée, je crois que la population gabonaise va volontairement soutenir nos efforts. C'est-à-dire, nous devons utiliser les forêts au service de la population, car les forêts sont des sources de revenus. Il y a 10 ou 20 ans, la politique forestière s'est concentrée sur l'augmentation de l'exportation du bois vers les États-Unis, les pays européens et l'Asie. Au Gabon, nous avons exporté beaucoup de bois sans les traiter, mais nous n'avons pas valorisé les bois, c'est-à-dire nous avons renoncé à 80% de la valeur ajoutée, ce qui a affecté l'économie locale. Il y a plusieurs étapes de transition énergétique. À chaque étape, la valeur ajoutée doit être renforcée tout en créant de nouveaux emplois. Il y a quelques mois, au Gabon, une société privée a signé un contrat avec
une société forestière gabonaise pour produire des guitares en utilisant une espèce spécifique. Si on vend des bois par mètre cube, cela représente $400. Mais si on fabrique des guitares à travers ces mêmes bois, cette valeur va atteindre jusqu'à $8 000. Cet exemple montre l'importance d'augmenter une valeur ajoutée et développer des bois à haute valeur ajoutée. Ainsi, nous pourrions passer de l'économie dépendante de l'énergie fossile à l'économie tributaire du bois durable. D'ici 10 ans, le gouvernement gabonais, qui emploie déjà 3000 personnes, espère employer 300 000 personnes et le chiffre d'affaires dans la sylviculture va passer de 1 million à 100 millions de dollars d'ici 2030. Les bois produits au Gabon sont durables. Nous avons des systèmes de certification. Nos bois produits contribuent à la préservation de la biodiversité et les producteurs font preuve de sens de responsabilité. Si nous respectons tous ces engagements, la part de marché va augmenter dans les années à venir. C'est pourquoi nous soutenons le bois durable et la transition passant du bois à un bois durable à haute valeur ajoutée. Je crois que la préservation des écosystèmes dépend de la préservation des forêts. Cela ne concerne pas seulement le Gabon, c'est-à-dire l'écosystème gabonais est étroitement lié aux écosystèmes dans d'autres pays comme l'Égypte. Durant ces 10 dernières années, nous avons soutenu la transition agricole en triplant le nombre d'emplois dépendant de la sylviculture. Nous avons également renforcé les sanctions pour dissuader l'exploitation illégale des bois. Notre taux de déforestation est proche de 0. Cela montre la gestion stable des bois au Gabon. Dans le bassin du Congo, le gouvernement gabonais, tous les 25 ans, nous abattons des bois, tout en maintenant un haut taux de couverture forestière. Le nombre d'espèces fauniques ne cesse d'augmenter et la préservation et la diversité biologique continuent de se renforcer. Et d'ici 20 ans, ces efforts vont se traduire par l'augmentation de la séquestration du carbone. Si nous renonçons à une gestion durable, nous ne pourrions pas obtenir des retombées économiques et environnementales importantes. Chaque année, nous absorbons près de 100 millions de dioxyde de carbone grâce au bois et grâce aux forêts. Et opter pour une gestion intelligente en matière de sylviculture est la meilleure façon de réaliser la neutralité carbone. Peut-être nous pourrions
atteindre la positivité du carbone. Au-delà des efforts nationaux, il faut des efforts au-delà du bassin du Congo afin de partager nos expertises et nos expériences avec les pays avoisinants, car notre pays ne représente que 12%. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez parlé de la transition du bois et l'utilisation durable des bois, et vous avez parlé de l'exemple de la guitare fabriquée avec les bois japonais. J'aimerais, si les guitares seront fabriquées, j'aimerais bien écouter comment les guitares sonnent. Alors, nous avons écouté les orateurs des pays du bassin Congo et Gabon. Donc, puisqu'on a parlé du bassin Congo, il faudrait en parler. Et nous avons le ministre congolais avec nous. Est-ce que vous pourriez venir nous parler de l'exemple et de l'industrie durable du bois? Est-ce qu'on pourrait passer le micro au ministre? Voilà, il arrive. Excusez-moi. Merci infiniment. Nous ne cesserons jamais de remercier donc la FAO et le gouvernement coréen de nous donner l'opportunité de donner un avis sur la façon dont nous gérons nos forêts au Congo. Je pense que mon frère Lee White vous a dit ce que nous faisons dans le bassin du Congo. L'économie du Congo dépendait des forêts dans les années 70. Et ces économies ont été surpassées par l'exploitation pétrolière parce qu'il y a eu la découverte du pétrole dans nos pays. Mais depuis les années 70, comme je le disais encore hier, nous avons engagé nos politiques d'aménagement forestier. Et dans le cadre des pays du bassin du Congo, nous avons harmonisé nos lois. C'est-à-dire que chaque pays devait s'engager dans l'aménagement forestier. Et mon frère Lee a expliqué, nous faisons une exploitation sélective du bois à l'intérieur des concessions forestières. C'est-à-dire, l'exploitation concerne uniquement 1 à 3 arbres à l'hectare sur une rotation de 25 à 30 ans. Et au Congo, c'est 30 ans. Donc, cela nous permet de régénérer la forêt. Cela nous permet de garder la diversité biologique dans nos concessions forestières. À l'intérieur des concessions forestières, nous avons fait des zonages. Dans le cadre des zonages, nous avons 5 séries dans les zonages forestiers. Nous avons une série qui concerne l'exploitation forestière. Nous avons une autre série qui concerne la conservation de la biodiversité. Nous avons une série de développement communautaire, et j'ai vu cet exemple-là également au Brésil, une série de développement communautaire, et nous avons une série recherche à l'intérieur des concessions forestières. Alors, moi, dans le débat qui nous anime aujourd'hui, je voudrais dire qu'il faut qu'on définisse d'abord ce qu'on appelle le bois durable. Il faut qu'on le définisse d'abord. Parce que quand moi j'ai attribué une concession à un partenaire privé, on a signé une convention d'exploitation. Le bois qui sort de cette concession, est-ce que c'est du bois légal ou c'est du bois illégal? Tout simplement parce que la société n'a pas encore fait son plan d'aménagement. Donc nous devons définir qu'est-ce que nous appelons le bois durable. Quand
la société forestière a fini son plan d'aménagement. Comment on appelle alors ce bois-là? Est-ce que c'est celui-là, le bois durable? Et quand on arrive à la certification, comment on appelle ce bois? Donc, je pense que nous devons mettre les limites dans ce que nous appelons le bois légal. Le bois illégal, c'est celui-là, je pense, qui est exploité dans une zone qui n'a pas été attribuée dans un gouvernement. Moi, c'est ce que je pense. Mais quand le gouvernement a déjà signé avec une société forestière une concession légalement attribuée, normalement, ce bois devait être appelé le bois légal. Donc, cette discussion, je crois que nous devons la commencer avec la définition d'abord de ce qu'on appelle le bois durable. Et puis, après, nous allons avancer. Alors, parce que c'est important, pourquoi je le dis? Parce que nous avons vu parfois un embargo qui a été émis pour les bois tropicaux. On nous a dit, quand le bois est illégal, on ne peut pas l'intégrer dans un marché donné. Donc, pour nous, c'est important de définir qu'est-ce qu'on appelle le bois légal. Au Congo, nous avons également fait la certification de la certification forestière, une condition pour que le bois puisse intégrer donc, le marché international. Et là, nous avons signé avec l'Union européenne l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne qui nous permet de faire avec le système de suivi de la légalité et de la traçabilité forestière, nous a permis donc de prouver, donc de suivre de l'exploitation forestière jusqu'au marché, la traçabilité du bois. Et donc, là aussi, nous pouvons être fiers parce que le Congo, aujourd'hui, est à 58% des concessions forestières qui sont certifiées et pour la plus grande partie, comme je le disais hier, avec le certificat le plus contraignant qui est le FSI, mais nous allons aussi la diversifier des certificats. Nous voulons, parce que l'Union européenne aussi, à travers donc l'APV FLET, nous allons attribuer des certificats de légalité aux sociétés forestières, donc à nos bois, pour que nos bois puissent intégrer, comme je le disais, le marché international. Vous le savez, je l'ai dit hier encore, nous avons donc adopté donc, le mécanisme RED+, qui veut la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. C'était une grande discussion dans le temps où nous avons commencé à discuter ce principe de réduction des émissions. Je vous disais que le Congo a un taux de déforestation de 0,06%. Alors, si on dit à un tel pays de réduire encore sa déforestation, ça pose problème. Alors que dans les scénarios de référence, on nous disait il faut prouver que vous avez réduit votre déforestation. Mais nous, on ne pouvait pas le prouver. C'est pourquoi nous avons adopté un scénario de référence dans le futur. On a dit, comme le Congo va aller vers le développement, nous, on dit, on va faire les efforts au moment où le Congo va s'engager dans un développement pour que ce développement soit durable. Donc, respecte les 3 piliers du développement durable. Parce que nous, au niveau où on était, on ne pouvait pas réellement prouver que nous pouvons réduire une déforestation alors que cette déforestation était nulle, presque nulle. Et c'est pourquoi même mon frère Lee vous a dit ce matin que le Gabon n'a pas adhéré au mécanisme RED+, parce qu'on ne pouvait pas, nous, dans nos pays, prouver donc, la réduction de la déforestation. Mais le pays comme le Congo et d'autres pays, le Cameroun et autres, nous avons adhéré au mécanisme RED+, pour dire que nous avons la volonté de continuer les efforts de gestion durable de nos écosystèmes forestiers, de continuer la gestion durable de forêts. Et puis, en fin de compte, nous pensons qu'il faut promouvoir les plantations forestières et agroforestières parce que nos populations vivent du bois énergie, pas seulement pour cuire leurs aliments, mais le bois aussi est source de revenus. C'est une économie locale pour les communautés locales. Donc, quand quelqu'un va derrière sa case, coupe du bois, met sur la voie publique pour vendre son fagot de bois, c'est pour nourrir sa famille, c'est pour envoyer les enfants à l'école, c'est pour se soigner. Donc ce bois est une source de revenus pour les communautés locales. Donc nous, on s'est dit, au lieu que ce bois cause la déforestation, nous voulons que ce bois soit issu des plantations forestières. Donc économiquement parlant, nous pensons que
les plantations forestières doivent intégrer une politique de développement économique de nos forêts. Et donc là, la République du Congo a engagé ce qu'on appelle le Programme national d'afforestation et de reboisement, qui a une ambition de faire 1 million d'hectares de forêts plantées avec des partenaires divers. Donc nous avons 70% de programmes attribués aux investissements privés pour les plantations industrielles, donc à grande échelle, et nous avons 20% de ce programme pour les plantations domaniales qui appartiennent à l'État et puis 10% de ce programme pour les plantations des petits promoteurs qu'on appelle les petits promoteurs, qui sont donc les communautés locales qui peuvent faire donc des plantations à petite échelle. Voilà toute la politique menée par le Congo. Aujourd'hui, nous venons d'adopter une nouvelle loi forestière qui interdit l'exportation des grumes. Mon frère Lee l'a dit, le Gabon était en avance parce que le Gabon l'avait donc déjà initié depuis. Le Congo aussi, comme je vous ai dit, on parle en termes d'harmonisation des politiques dans les pays de bassin du Congo. Nous avons décidé d'interdire l'exportation du bois, des grumes, du bois en grumes, pour que la transformation, la valeur ajoutée soit sur le territoire national. Et ça, c'est le challenge que nous avons dans les pays du bassin du Congo, parce que les pays de la CAC ont adopté ce principe. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur l'expérience du Congo en matière du bois durable, mais je continue à dire que nous devons définir ce principe parce qu'il pose problème au niveau international. Qu'est-ce qu'on appelle bois durable? Qu'est-ce qu'on n'appelle pas bois durable? Donc, je vous remercie pour votre attention. Thank you very much. Merci. Merci beaucoup. C'est un message important et très intéressant. Nous avons découvert l'exemple du Congo. Je crois qu'on doit terminer ainsi avec le message venant du Congo. Beaucoup d'intervenants ont partagé leurs expériences précieuses. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous n'aurions plus accepté des questions. Est-ce qu'on a un peu de temps pour recevoir une question venant du public? Et au fond de la salle, un monsieur a levé la main. Si c'est possible, on va lui tendre le micro. Pourriez-vous vous présenter avant de poser votre question? Je crois que ce monsieur a levé le bras. Merci beaucoup. Je m'appelle Mogadish, je viens du Kenya. Je n'ai pas de questions. J'ai levé les bras pour parler de la situation de mon pays. Mon ministre était censé intervenir pendant cette session, mais il n'est pas là avec nous. C'est pourquoi je suis là pour le représenter. Dans notre pays, le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter et la demande en bois explose également. L'économie connaît une expansion. Il en va de même pour la demande. Chaque pays soutient l'industrie du bois. Il faut prévoir des politiques. Les ressources forestières
sont nécessaires. Il faut répondre aux besoins en services naturels tout en respectant le cadre législatif. Dans notre pays, au Kenya, une ceinture réservée a été établie. Des bois sont produits dans cette région. Et bien sûr, il y avait plus de demandes, mais la production a été limitée car nous investissons dans une solution durable et révolutionnaire tout en réduisant les coûts. Nous soutenons le reboisement. Au-delà du reboisement, nous soutenons les entreprises qui offrent des services écosystémiques. Au lieu d'investir dans une technologie spécifique, il faut soutenir le secteur d'une façon globale. Il faut introduire un système de paiement qui récompense les services écosystémiques en vue de protéger les forêts qui représentent une valeur plus importante lorsque ces forêts ne sont pas détruites. Au lieu d'abattre aveuglément ces arbres, il faut trouver des moyens pour valoriser les ressources forestières en collaboration avec les partenaires privés. Peut-être notre approche est difficile à comprendre du point de vue des acteurs privés car l'importance de la valeur n'est pas largement partagée. C'est pourquoi il faut inciter les parties prenantes privées à participer à l'initiative et à créer une initiative collaborative. Surtout, le soutien doit être apporté au développement des technologies et des techniques en vue d'une utilisation efficace des bois et de l'énergie et en vue d'amélioration de l'efficacité. Au sein de la ceinture protégée, il y a des technologies qui sont appliquées. Sur le marché, il y a plusieurs technologies efficaces et nous devrions y investir. Vous avez montré à quel point les investissements intelligents sont importants. Alors malheureusement, nous allons devoir vraiment clôturer la séance ici. Donc avant de terminer, j'aimerais inviter M. Choi Byung-ham pour le discours de clôture. Et qui va nous citer une partie de la déclaration de bois durable. Je pense que vous connaissez le contenu. Alors j'invite Monsieur le ministre sur le podium. Mesdames et messieurs, merci. C'était une discussion très fructueuse et c'est un honneur pour moi de clôturer cette séance. Je suis très content de pouvoir participer à ce dialogue et je remercie tous les intervenants et tous les ministres adjoints qui ont partagé leurs visions et leurs expériences. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît.
Et je tiens également à remercier les participants qui sont restés là jusqu'à la fin et qui ont posé des questions très intéressantes. Les discussions menées aujourd'hui vont contribuer au développement durable du bois et va élargir la voie d'utilisation des bois durables. Le monde entier a ressenti l'importance de la forêt et du bois qui nous permet de piéger et de séquestrer le carbone, et il y a un consensus international sur ce point. De la production jusqu'à la destruction, les bétons et les fers produisent une quantité importante de carbone, contrairement au bois qui reste neutre en carbone. Donc le bois durable est le premier pas vers la neutralité de carbone dans notre société. Il y a des éléments qu'on ne doit pas oublier. Pour pleinement bénéficier de tous les avantages que représente le bois, il faudrait respecter des principes. Il ne faudrait pas surexploiter. Donc même si la surexploitation pourra temporairement supporter et augmenter la production, cela à long terme, cela va présenter une menace. Donc il faudrait gérer les ressources forestières de façon durable. Il faudrait examiner différentes facettes, les liens avec le grand public, etc. Il faudrait minimiser notre empreinte sur l'environnement et pour les générations à venir. Et le bois durable est un élément important dans ce sens. C'était une occasion importante de élever les discussions sur le bois durable à l'échelle internationale. Et comme preuve, nous avons pu signer l'accord de l'utilisation durable du bois et nous engagé à développer et exploiter les bois de façon durable. J'espère dans l'avenir que nous allons pouvoir multiplier les dialogues autour de cette thématique, et la Corée du Sud va également contribuer et déployer des efforts dans ce sens-là. Et en dernier lieu, j'aimerais citer une partie de la déclaration sur le bois durable que nous venons de signer. Nous avons, lors du forum, lors du dialogue ministériel sur le bois durable, nous avons eu un dialogue pour encourager l'utilisation durable du bois, et nous avons renforcé la sensibilisation et nous avons compris l'importance du bois dans le développement durable, et nous avons également parlé des méthodes pour inciter les investissements. Et nous avons également cherché des solutions basées sur le bois durable et de les faire inclure dans les NDC d'ici quelques années. Et il faudrait avoir pour cela encourager le dialogue continu et une collaboration entre les producteurs de bois pour créer un élan dans le sens de l'utilisation durable du bois. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir partagé vos idées très intéressantes, et je remercie également tous les ministres. En Corée, il faut prendre une photo pour terminer quelque chose. Donc, avant de terminer cette séance, nous allons vous inviter sur la scène pour prendre une photo.
Alors, je vous invite tous les ministres à monter sur la scène.